Ouais. Donc, c'est bon à la maison, vous m'entendez bien? Je sais pas si on s'est déjà rencontrés, je suis Flavia. Je me souviens pas de vous, mais bon, c'est pas grave. Donc, merci d'ailleurs de vous avoir connectés et ceux qui sont ici présents aujourd'hui. Donc, j'ai l'honneur d'ouvrir le bal de Talk à Nantes. Donc, merci pour cette opportunité. Je vais parler d'un sujet que je tiens vraiment à cœur, c'est le rétrospectif. Comment vous savez, les rétrospectives, c'est une réunion avec beaucoup de potentiel, mais qu'on n'arrive pas à bien profiter. On trouve un peu ennuyeuse, voilà. J'ai 5 ans d'expérience et je peux compter avec le doigt d'une main combien de fois j'ai trouvé cette réunion fructueuse. En fait, les causes sont nombreuses. Mais il y a une que ça m'a déclenché suite à ma participation à Agile Tournante. Le coach Agile Navid Misra chez Otto, il présente un sujet que j'avais jamais, on va dire, m'aperçu de cette manière. Ok. Donc, j'ai discuté avec lui et je voulais partager ses connaissances avec vous. Ok, je me suis basée dans ses présentations, de ses travaux, des outils qu'il présente pour qu'on puisse améliorer. Donc, on va avancer, mais je vais essayer d'être plus vite parce que l'heure, elle n'est pas très la meilleure. On va dire que on a déjà mangé, on attend les pizzas chaudes. Donc, voilà, on va avancer. Donc, la réunion, une seconde, petit problème technique. Alors, c'est bon. Donc, je vais diviser cette présentation en 4 parties. Je vous présente qu'est-ce que c'est une rétrospective, le monde merveilleux de la rétrospective. Pourquoi on a ce sentiment qu'on a en perte de temps avec cette réunion, et alors qu'est-ce qu'on peut faire? Et après, j'ai quelques remarques finales pour conclure la présentation. Alors, le merveilleux monde de la rétrospective. Je pense que tout le monde le connaît ou pas. Voilà, est-ce que vous avez ce sentiment aussi que quelque chose ne marche pas vraiment dans cette réunion? Ceux qui ont déjà fait des rétrospectives. Ouais, ça dépend de qui anime aussi. Effectivement, ça c'est une autre cause. Est-ce que vous avez déjà eu l'opportunité d'animer? Non. Non. Ok. Donc, la rétrospective, vite fait, rapidement, pour ceux qui ne sont pas très familiarisés, c'est une cérémonie clé du framework Scrum. Et en fait, aujourd'hui, il commence à être appliqué, ce concept, dans notre framework. Okay. L'objectif de cette réunion, c'est de réfléchir dans l'équipe, ensemble, des pistes pour améliorer la qualité et l'efficacité d'une équipe, de l'équipe elle-même. On commence par analyser comment le sprint s'est déroulé au niveau de les interactions entre les personnes, les processus, les outils, et pour ceux qui ont le concept de définir, et revoir la definition of done. On discute aussi, c'est le moment de discuter qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant cette période, est-ce qu'il y a eu des problèmes, est-ce qu'on a pu les résoudre ou pas. Voilà, on identifie des causes de... voilà, si c'est bien passé ou pas. Et l'idée, le résultat final, c'est qu'on a une liste des actions à faire pour s'améliorer. Donc, qu'est-ce qu'on va réfléchir qu'est-ce qu'on va parler dans cette réunion? Donc, nous, on commence un sprint avec quelque chose de prévu. Et à la fin du sprint, on aura quelque chose réalisé. Et en fait, il y a un écart entre les deux. La différence entre les deux, il y a l'écart. Et cet écart, ça peut être dû à ça peut nous donner différents rendus. Alors, on peut voir, par exemple, une équipe qui a réussi à tout livrer, à respecter ses objectifs, mais il l'a fait dans la douleur.
Ok, c'était beaucoup de pression, l'équipe elle n'était pas bien, mais ils ont réussi à finir bien. Ça, peut-être, on va discuter dans le sujet d'amélioration des processus qui va aider l'équipe à faire mieux, il y a moins de douleur la prochaine fois. L'autre exemple, c'est une équipe qui réussit à tout finir, mais il y a plein de bugs en production. Donc, en fait, il y a une erreur. Il y a eu une erreur quelque part, et donc, du coup, elle va se centraliser sur où les erreurs sont pour essayer de le corriger et de ne pas répéter. Il y a aussi le cas, c'est l'équipe qui n'arrive pas à respecter ses objectifs, elle n'arrive pas à tout livrer. Donc, elle est en échec avec qu'est-ce que vous avez planifié. Avec tous ces potentiels de cette réunion qu'on peut énormément identifier pendant cette période, pourquoi on a ce sentiment que c'est une perte de temps? Pourquoi? Donc, selon mon expérience, j'ai pas mal de pistes, peut-être il y a plusieurs encore. Donc, on considère que c'est une réunion routinière. Effectivement, elle se répète, comme toutes les autres cérémonies, chaque 15 jours. Les gens, ils ne sont pas motivés. En général, ils ne sont pas motivés. Donc, du coup, en fait, le fait que c'est routinière, en fait, c'est un mélange entre les deux. Ils ne se motivent pas. La routine, elle arrive. On répète toujours les mêmes sujets. Donc, en fait, ça devient ennuyeuse. Parfois, j'ai pas beaucoup vécu cette, mais parfois il peut y avoir des équipes qui a beaucoup de conflits entre les gens. Le PO il dit mais vous êtes toujours en retard, les devs ils vont se défendre, dit mais tes OS ils sont pas clairs du tout. Voilà, il y a toujours cette discussion, c'est général, tout le monde parle du même sujet, mais personne se concentre à dire peut-être qu'il faut améliorer les OS, ou peut-être il faut avoir des outils pour pouvoir minimiser le nombre de bugs ou autre. Les sujets identifiés sont souvent très vastes, trop gros. On n'arrive pas en fait à changer un environnement. L'environnement il n'est pas stable, mais c'est tout. Ne sont pas de petites choses. Ils vont toujours trop loin. Souvent aussi, c'est l'équipe externe qui sont fautifs. Voilà, c'est les architectes qui m'ont choisi, les technologies, les métiers qui ne transmettent pas bien les choses. C'est toujours faute de l'extérieur. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a un autre, et ça c'est très sensible, et je pense que le fait que ça va déclencher aussi la manque de motivation, c'est qu'il y a des équipes qui définissent des actions, mais elles ne vont pas jusqu'au bout. Et ça cause des frustrations, des manques de motivation pour continuer. Il y a un autre aussi, c'est la manque de temps. Le PO vient avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, il injecte tout dans le sprint planning, il est temps pour s'améliorer, il est où? Non, il n'y a pas le temps parce que la priorité, c'est la prod, c'est les nouvelles fonctionnalités. Donc, il n'y a pas cette notion de donner le temps pour le faire. Mais est-ce que tous les vrais sujets sont vraiment... Les gens, ils parlent vraiment de tous les sujets, de tous les problèmes. Est-ce que les vrais problèmes ils sont soulevés? Donc, on va se centraliser sur l'erreur. En fait, nous, on considère l'erreur comme quelque chose d'humain. On fait des erreurs, on accepte les erreurs parce qu'on est des humains. Et l'erreur est l'humain. Mais la façon comme on interprète cette expression, c'est parfois pas bien utilisé. Parce qu'on donne l'acceptation à l'erreur, on fait des erreurs. Mais en fait, l'idée, c'est que chaque erreur, c'est une opportunité d'améliorer. Et ça, on voit très bien qu'on en est, une petite coquille, qu'on en est petit, qu'on en apprend à marcher. Personne n'apprend à marcher comme Saiki, d'un coup, il se met à marcher. Non, et les parents, ils sont super contents. Non, il y a un process derrière. Il y a un process d'essai et erreur. Donc, il se lève et tombe, il se lève et tombe. Et en fait, il peut tomber plus de 2000 fois, plus même. Et donc, du coup, en fait, mais il est toujours dans un environnement de confiance parce que ses proches, ils vont le motiver à le faire. Ils vont le garder, ils vont dire viens, ils vont lui montrer la sécurité d'essayer de faire des choses. Okay? De même, quand on apprend à parler, on a quand on est petit, on se permet
de faire des erreurs et on est motivé à le faire parce qu'on sait qu'on va apprendre avec, à parler, à marcher, tout ça. Mais le problème vient quand on change de cadre. On change de cadre, on va à l'école et donc le concept de sécurité, de confiance, il change complètement. Déjà, le périmètre est plus grand et aussi, c'est à l'école, on va suivre des standards. Donc, on apprend des choses de façon standardisée et en fait, tu es évalué. Si tu ne sais pas le faire, tu as une croix rouge, tu as de mauvaises notes. Et là, on commence à se défendre et à cacher les erreurs. Combien de nous ont caché le test négatif derrière l'armoire voilà, tout cette cacher les notes aux parents parce qu'on commence à avoir peur, parce qu'on commence à voir que avoir de rouge, c'est pas positif. L'erreur, on commence à la voir très négativement et ça nous affecte énormément dans notre vie. On ne se rend pas compte, mais c'est vrai. Et même les parents qui vont parler au professeur, le professeur il dit ah lui les mathématiques c'est pas il est pas bien. Donc en fait peut-être il est mieux en lettres, en langue. Donc on commence à guider l'enfant à avoir un destin. Peut-être il est bon en mathématiques, c'est juste qu'il n'a pas eu le temps. La façon comme c'est enseigné, c'est pas adéquat à lui. Donc cette perspective, ça c'est un peu à l'ancienne, ça commence à changer. Certaines écoles ils commencent à changer leur système éducatif. Donc j'espère que dans le futur, cette relation avec l'erreur, ça va être beaucoup plus minimisé, on va dire comme ça. Et aussi, donc on commence à considérer que l'erreur, c'est égal à une faiblesse. Donc, après on arrive à la vie adulte, on a notre première entretien d'embauche. Et les premières questions qu'ils nous posent, ou une des questions les très importantes qu'on doit répondre, c'est quels sont vos points forts et les points faibles? Qui a déjà répondu à le point faible? Qu'est-ce que tu as dit? Je dis, je suis pas un mauvais commercial. Bah, voilà. Je ne sais pas si vous en... Ok, je ne sais pas si vous à la maison vous avez entendu. Je ne vois pas l'écran, mais j'espère que oui. Quelqu'un d'autre? Bah moi, j'ai jamais osé. Oh, j'avoue que j'ai dit la première fois que j'étais confrontée avec cette question, que j'étais un peu choquée, non? Parce que j'ai dit que mon défaut, ma faiblesse, c'est que je suis très perfectionniste. Voilà, mais beaucoup de monde le fait. En fait, on n'arrive pas à, parce qu'on sait que c'est négatif, qu'on peut perdre l'emploi parce qu'on donne quelque chose de négatif. Je ne veux pas dire, je suis mathématique, les équations de troisième degré, la probabilité, le logarithmique, les dérivés, c'est pas mon truc. Mais en 30, tu es en train de faire de code, tu as besoin de la mathématique pour le faire quand même, tu vois. Ou des langues. Ah oui, ouais, le français, le portugais, c'est pas mon fort. Mais il faut que tu fasses des rapports. Mais comment tu vas écrire le rapport? Tu vois? On peut. C'est difficile. C'est difficile de. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, ici, je vais vous proposer des pistes pour qu'on puisse mieux communiquer. Et en fait, l'idée, c'est de prendre recul et changer cette relation qu'on a avec l'erreur. OK? Alors, le principal de tout, c'est que si on n'a pas ce cadre de confiance et de sécurité, rien marche. Okay? C'est comme quand on était petit, on a le proche qui nous aide. Si nous on n'a pas ce sentiment, ça ne va pas marcher. Donc, Norman Kurth nous a proposé d'instaurer un cadre de travail qu'on a écrit le bouquin sur des rétrospectives. Et en fait, il s'est basé sur la Prime Directive de Star Trek pour créer ces cadres. En fait, l'idée qui veut dire, c'est indépendamment du résultat qu'on a. En fait, on a ces résultats parce que il faut prendre. En fait, il faut considérer que les personnes, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes selon les capacités qu'ils avaient, les ressources qu'ils avaient à un moment donné. Donc, en fait,
c'est cet esprit qu'il faut avoir pour chaque rétrospective. C'est que tout le monde a fait son meilleur. OK? Une fois ça, on peut, du coup, comment on peut faire ça aussi? C'est qu'il faut se dissocier tout d'abord de l'erreur. Prendre la distance. L'erreur, c'est l'erreur. La personne, c'est la personne. OK? Et en fait, il faut être transparent avec soi-même. En identifier l'erreur, être transparent, mais mettre l'erreur de côté. Il y a des techniques, et ça peut se faire avec des techniques. Ah non, pardon, excusez-moi. J'ai sauté déjà. Donc, et comment on fait ça? Donc, on va se distancier et après, on va analyser l'erreur. OK? Donc, mais pour ça, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre qu'est-ce que l'erreur ou l'échec, il faut nous dire. Et ça, c'est Charles Pépin, un philosophe français, qui discute beaucoup sur ce sujet, sur les vertus de l'échec. Et en fait, il propose de savoir où on est et quoi faire après. OK? Il y a 2 vertus. Donc, à la rétrospective, par exemple, c'est le moment idéal où vous avez le temps pour discuter ce type de sujet. En fait, vous pouvez avoir les vertus de la progression, c'est-à-dire que vous continuez dans le même sens où vous étiez, en changeant légèrement pour progresser et améliorer. Ou sinon, dans ce moment-là, vous pouvez vous décider ensemble que finalement, tout ce qu'on avait fait, ça ne marche pas et on va changer complètement de solution. Donc, on va bifurquer. Et c'est là qu'en fait, il y a le potentiel de la rétrospective. Il donne nous temps pour réfléchir ensemble. Et en fait, c'est aussi dans le cadre de sprint, de Scrum. En fait, le Scrum, toutes les réunions, il est time-boxé. OK? Tous les artefacts, ils sont time-boxés. On a des sprints de 15 jours, de 1 semaine à 4 semaines. Chaque réunion a un timing proposé. Et en fait, c'est pour ça, c'est pour qu'on puisse cadrer. Et en fait, le temps de 15 jours, c'est que on va essayer tout qu'on peut en 15 jours. On va faire des expérimentations. On va utiliser ces temps pour expérimenter une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle technique. On est dans ce cadre. Et à la fin, on va voir si tout ça, si ça marchait ou pas. Si ça ne marche pas, comment on pourrait faire mieux. Et ça passe au sprint suivant. Donc, c'est cette idée, c'est pour ça, c'est le potentiel et la force de cette framework, c'est on a une période fermée pour expérimenter. Si ça ne marche pas, on va changer. Et ça, c'est la force. Mais on sait souvent que ça n'arrive pas parce qu'on n'arrive pas à finir nos objectifs. En fait, toutes les choses qui ne sont pas finies dans le sprint moins 1, on va le passer au plus 1. Voilà, c'est toujours comme ça. Et donc, du coup, c'est très difficile de respecter aussi, de changer. Donc, c'est pour ça que moi, autant que Scrum Master, j'essaie toujours qu'on finisse, même si on fait moins, mais qu'on finisse tout que ce qu'on avait planifié. Donc ça nous permet de mieux planifier le sprint prochain et à trouver le temps pour réfléchir comment on peut faire. OK? Donc là, donc, on avait dit de dissocier et analyser. Maintenant, je vais vous parler de quelques techniques qu'on peut mettre en place pour nous aider à améliorer, pour créer un cadre de confiance et en même temps des astuces pour qu'on puisse se distancier de l'erreur. Donc, il y a l'approche narrative et on va se concentrer sur les exemples, c'est plus simple. En fait, l'idée, c'est qu'on va se concentrer focaliser sur le fait et le processus, et pas sur la personne. La personne, c'est la personne, l'erreur est l'erreur. OK? Donc, par exemple, ici, je n'ai pas eu de données à temps pour finir cette ES. Donc là, la personne il se met en position d'être déjà en danger. Et ça, moi, j'ai pas eu le temps, ou j'ai pas eu les données. Au lieu, il faut avoir un discours, une approche plus positive, centralisée sur la problématique, c'est que la non-disponibilité de la donnée qui a retardé cette US. De même, pour un dev, il dit, je ne comprends rien aux demandes de métier.
là, il se met lui en problème. C'est moi que je ne comprends pas. C'est que peut-être les OS ne sont pas bien exprimés par le métier. Les valeurs des OS ne sont pas bien exprimées. Donc, en fait, c'est changer nos habitudes de parler et de comment on peut s'approcher. En fait, c'est se focaliser sur l'erreur et pas sur la personne. Parce que quand tu dis je, tu vas déclencher une discussion autour de toi. Quand tu dis le problème, tu vas déclencher une discussion autour du problème. Je ne sais pas si c'est clair. Oui. Après, il y a un autre sujet qu'on peut parler, c'est la dysmystification de l'erreur. Et on peut travailler sur le droit à l'essai par rapport au droit à l'erreur. Est-ce que vous voyez la différence entre les deux? Oui? Je pourrais me dire? Directement, en fait, qu'on va échouer à la tâche. Ouais, en fait, l'idée, c'est que le droit à l'essai, c'est que tu as le droit d'expérimenter. Il te donne le temps pour que tu puisses expérimenter. OK? Et l'expérimentation, ça peut devenir à de petites erreurs, mais ça te donne le droit à l'essai. C'est-à-dire qu'on va dire que les clients, ils te donnent le temps pour que tu puisses expérimenter. Mais c'est une voie de droit à l'erreur. C'est-à-dire que les clients acceptent que tu fasses des erreurs. Mais est-ce qu'ils te donnent le temps pour que tu puisses apprendre avec les erreurs que tu as commises? Voilà. Et donc là, si l'entreprise elle commence à avoir cette approche, ça peut changer. Après, on peut se poser la question, qu'est-ce qui c'est plus cher? Est-ce qu'on donne le droit à l'erreur ou le droit à l'essai? Le temps qu'on... Voilà. Et là, mais nous, on peut commencer à avoir le discours et à faire des demandes, j'ai besoin de ce temps pour expérimenter. Voilà. Et de même aussi le langage, de changer de vocabulaire. On dit, on a raté notre sprint, c'est un échec. Pourquoi on dit ça? On peut dire, on a eu un décalage avec l'objectif, comment on peut faire mieux? Comment on peut l'atténuer? Donc en fait, on ne va pas changer le monde, c'est juste la façon comme on l'exprime et le vocabulaire qu'on utilise, que ça va permettre les gens à se sentir plus confiance pour parler. Une autre technique, je ne sais pas si vous êtes familiarisés, de plus en plus on parle de cette technique de la communication non violente. C'est très intéressante, je trouve très pertinent, mais elle est tellement difficile parce qu'il faut que tout structure, dans ton cerveau, comment tu vas parler avec les personnes. Mais c'est important parce que ça va déclencher des dialogues plus constructifs. Okay? Tu exprimes qu'est-ce que tu sens et en même temps, tu vas avoir des discussions plus avec les gens et sont plus, comment dire, j'ai oublié le nom. Ouais, voilà, constructif. Donc en fait, cette méthode, elle a été créée par Marshall Rosenberg. Il dit que c'est le langage et les interactions qui renforcent notre aptitude à donner avec bienveillance. Il a inspiré aux autres le désir d'en faire autant. Donc, le fait que tu parles comme ça va forcer la personne aussi à avoir cette approche. C'est difficile que quand tu es bienveillant, que la personne soit agressive avec toi. OK? Donc, pour cela, il y a un framework qui s'appelle OSBD en français. Et en fait, l'idée, c'est que normalement, ça se fait surtout en one-to-one. C'est pas forcément... On peut utiliser aussi au niveau de la rétrospective, mais idéalement, c'est qu'on fasse one-to-one. Et l'idée, en fait, la personne qui va s'exprimer, c'est sans que l'autre personne, elle n'est pas à l'écoute, on n'a pas cette approche, on ne fait pas. On laisse la discussion pour un autre moment. Il faut que les deux ils soient vraiment intégrés dans la conversation. Donc, il y a l'émetteur qui va s'exprimer et le récepteur qui va écouter. Donc, on commence par nous exprimer qu'est-ce qu'on avait observé, sans jugement et sans interprétation. Après, on va exprimer notre sentiment. Cet fait, qu'est-ce que provoque en nous? Quel est le sentiment qu'on a? Et après, on va exprimer le besoin derrière pour combattre cet sentiment. Et après, on fait une demande.
Okay, toute cette cascade, je vous donne un exemple ici, c'est actuellement, je me rends compte que la charge de travail, elle est plus importante. Donc là, c'est le fait que la charge de travail, elle a augmenté. Je me sens stressée et dépassée. Donc ça, c'est mon sentiment. J'aimerais discuter de la répartition des tâches. Donc ça, c'est le besoin. En fait, je sens que j'ai besoin qu'on réparte les tâches pour que je me sente... Voilà, c'est facile, vous avez compris. Pouvons-nous discuter pour trouver une solution qui convient à tout le monde? Donc ça, c'est la demande. Si vous avez cette approche avec la personne que vous êtes en train de parler, qu'elle est en train de vous écouter, elle peut pas venir agressivement en défensive. Non, elle peut pas attaquer ou se défendre parce que c'est clair. Et c'est bienveillant. Elle accuse personne. Elle juste qu'il y a un fait, un sentiment. Et elle a besoin de ça pour combattre ça. Mais ça, c'est tellement difficile à mettre en place, cette structure. Mais vous pouvez pratiquer à la maison. Ça peut servir. C'est pas une communication qu'on peut utiliser dans le monde du travail, mais aussi à la maison. Voilà, donc par exemple, je peux vous donner l'exemple de quand je rentre chez moi, j'ai les chaussures toujours par terre. Ah, je rentre folle. Mais je peux pas dire, allez, enlève de tes chaussures, j'ai marre de toi. Voilà, j'ai essayé comme ça m'a marché. Donc en fait, j'ai eu cette conversation. Il y a les chaussures sont toujours devant la porte. Ça me cause anxiété parce que j'ai peur de tomber. J'ai peur de tomber. Idéalement, c'est qu'on range les chaussures dans l'armoire. Est-ce que tu peux les ranger, s'il te plaît? Voilà. Donc, en fait, c'est cette approche comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé. Non. Voilà. C'est intéressant. Hein. Quand j'ai appris ça, j'ai fait dans la communauté d'Agile Master à Système U, on a fait cet exercice. Oh, j'avais le papier, j'arrivais pas à le faire. Notre cerveau, on va directement, on n'a pas cette réflexion d'aller structurer nos idées. Donc voilà, il faut pratiquer. Un autre outil qu'on peut utiliser, ça aussi, c'est plutôt one-to-one. Et en fait, je ne veux pas entrer dans les détails de cette concept, Radical Candor. En fait, c'était développé par Kim Scott. Kim Scott, c'est une manager, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, balèze de Silicon Valley, Google, Apple, Uber, voilà, toutes les gros entreprises. Et en fait, elle a écrit ces bouquins. En fait, l'idée, c'est de créer un environnement de franchise. On dit les choses directement, sans blesser les personnes. Donc, l'idée, c'est toujours d'être doux avec les personnes et être dur avec les problèmes. Donc, elle préconise de challenger les personnes directement tout en faisant attention à la personne. C'est pas facile. C'est pas facile. Et en fait, nous avons ici le cadre. Si nous on trouvait cet équilibre entre diriger, challenger les personnes, y penser à elles, donc on est dans le Radical Candor, mais en fait, si on ne respecte pas cet équilibre, on peut ruiner le système. On peut être ceux qui ne sont pas empathiques, mais qui dirigent, ou ceux qui ne dirigent pas et qui sont antipathiques. En fait, ça crée un environnement que c'est pas bien, c'est pas ça. Ok. Après, on peut être bienveillant et finalement, on peut ruiner la direction, en fait. Et elle donne pas mal d'exemples d'elle-même, comment elle a vécu et comment elle a déclenché cette philosophie, cette concept. Elle parle qu'un jour, elle avait dans une équipe, il y avait quelqu'un qu'elle aimait énormément. C'était quelqu'un de très bienveillant, qui a donné beaucoup de belle énergie à l'équipe, mais que son travail était nul. Et en fait, elle n'a pas réussi à le parler. Et du coup, elle a laissé. Elle a laissé jusqu'à un moment qu'elle trouve qu'il faut le virer parce que
Elle peut plus. On ne peut plus, ça impacte l'équipe. L'équipe est en conflit aussi à cause de ça. Et du coup, en fait, elle fait la réunion avec lui pour le virer. Elle lui explique qu'est-ce qui s'est passé et quelles sont les raisons. Et la première chose qu'il lui dit, il dit, mais pourquoi tu m'as déjà jamais parlé de ça? Mais en fait, peut-être il attendait juste que quelqu'un lui parle. Peut-être il n'avait jamais remarqué qu'il faisait des choses mal. Donc, c'est de même comme quand on a un peu d'épinards entre les dents, tout le monde te regarde. En fait, tu dis, ah, attention, il y a l'épinard. Tu sais que quand tu lui dis, la personne, elle va être malaise. Et ça te cause malaise parce qu'en fait, tu es empathique avec elle. Mais tu ne vas pas laisser l'épinard entre les dents. C'est dans cette philosophie, en fait, s'il y a quelque chose, un problème, il faut parler avec la personne. Donc, cette concept, elle a dirigé surtout pour les managers et leaders, mais qu'on peut utiliser dans notre quotidien pour discuter avec les gens. Donc, en fait, l'idée, c'est que propose quelques pratiques à faire. Donc, partager sur soi, en fait, c'est-à-dire qu'il faut partager les problèmes avec l'autre personne. Quand tu es dans la position de partager quelque chose, en fait, il faut que tu sois à l'écoute. Et toujours, hein, si on n'est pas à l'écoute, voilà. Mais c'est pas, on écoute jusqu'à la fin. On n'est pas là pour répondre. On est là pour écouter, pour comprendre quelles sont les motivations qu'elle a eues pour faire quelque chose. Aussi, demander de la critique, parce que parfois, donc, comme elle donnait l'exemple, lui, il a dit, mais ça c'est une critique, mais pourquoi tu ne m'as jamais dit? Ok, elle va prendre la critique, il la prend en compte, elle ne va pas répéter pour la prochaine fois ou pour avec cette personne ou une autre. Aussi, donner des critiques, mais avec bienveillance, peut-être utiliser cette façon de faire avec la communication non violente. On exprime quelque chose, on critique, mais avec bienveillance. Il y a une autre pratique à mettre en place, c'est que quand tu es dans une position de Scrum Master ou un leader ou un manager, en fait, les gens, ils viennent te parler. Et quand ils ont un problème, spécialement quand ils ont un problème avec une autre personne, ils viennent te parler à toi, mais il ne va pas parler à l'autre personne. Elle attend que toi, tu vas résoudre le problème parce qu'ils n'arrivent pas. Il n'a pas le courage, ou il n'a pas envie, tout ça. Mais en fait, nous, on devrait on doit encourager à que le feedback soit fait entre les deux personnes. Si c'est trop conflictueux, bah, peut-être on peut intervenir comme arbitre. Ou si c'est vraiment très conflictueux et que ça a quelque chose, on appelle les RH. Voilà. Mais bon, quand on arrive à cette situation-là, et à notre niveau, on n'est pas en train de créer un environnement de confiance, on est en train de résoudre un problème à un autre niveau de l'organisation et de l'entreprise. Mais c'est clair pour vous jusqu'à maintenant? Alors, il y a une autre technique, c'est très intéressant, et moi, comme ancienne scientifique, ça m'a déclenché l'œil, que j'ai fait naturellement, j'ai fait ça. La systémie, c'est le pouvoir de tout comprendre. Mais en fait, c'est une approche qui cherche à comprendre la structure, les fonctionnements, l'évolution des systèmes complexes. Une équipe, elle est composée d'êtres humains qui sont des êtres très complexes, qui vont créer une équipe complexe, okay? Avec des interactions très complexes. Donc l'idée, c'est de analyser leurs interactions en interne. Ici, je vous donne des exemples. On peut identifier qu'il y a un problème, que l'équipe n'atteint pas son objectif. Donc, du coup, pourquoi elle ne l'attend pas? Donc, on va essayer de trouver les causes pour qu'elle n'attend pas. Donc, on peut dire que l'équipe, elle est démotivée. Mais est-ce qu'elle est démotivée parce qu'elle n'attend pas son objectif, ou le fait qu'elle n'a pas attendu son objectif, elle se démotive? L'autre conséquence, le fait que l'objectif n'est pas attendu, le PO doit justifier son retard. Après, il va rédiger les ES en précipitation parce que, en fait, il faut qu'il rattrape le retard. Le dev ne va pas comprendre ces ES parce qu'ils ont été écrits dans leur... voilà. Et après, ils mettent plus de temps à développer, c'est-à-dire que l'objectif va se moins respecter et tout ça. Et donc, du coup, ça se déclenche pas mal de situations et qu'on peut toutes
d'identifier et savoir dans quelle direction ils vont. On peut faire ça, j'ai pensé faire ça, j'ai pas fait, mais en vrai, je commence à avoir des idées pour des équipes qui sont très, avec beaucoup trop de problèmes, de commencer à définir un, et après essayer de faire le diagramme pour voir leurs interactions et comment on peut ajuster de pratiques pour améliorer un en partie ou l'autre. En résumé, c'est pas fini, mais c'est presque. Alors, on a parlé de prendre la distance, dissocier avec l'erreur, être transparent avec soi-même. On a parlé de comment on doit examiner et quoi faire. On va inspecter. Et ça, c'est les 3 valeurs, les 3 piliers de Scrum. On va s'adapter. On va réfléchir au futur. C'est s'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur. Donc, il faut se projeter. Il n'y a pas de pratiques qu'on peut mettre en place. De pratiques qu'on peut mettre en place. Donner une solution. Il ne va pas entrer dans les détails du problème. Comment le problème est entré, analyser le problème. Non, on va partir direct. On a le problème, on va partir directement sur la solution. Ok. Notre approche, c'est la photo-respective. Au contraire, donc en fait, on va s'imaginer aussi dans le futur, mais en calculant quels sont les enjeux à venir. Ok, donc c'est l'idée. Et en fait, j'ai jamais utilisé cette approche, mais je connaissais déjà, j'avais déjà entendu parler de la photo respective. Il y a des outils sur Internet pour ceux qui sont curieux de voir. Ou même demander peut-être à votre Scrum Master. Il y a une autre approche que j'ai trouvé très intéressant, que je vais me renseigner encore plus, c'est le clean language. En fait, c'est plutôt une autre technique, comment on peut parler avec des autres personnes. En fait, c'était développé par David Grove, c'est un psychothérapeute de Nouvelle-Zélande. Et en fait, il a créé ces techniques pour parler avec des clients, des patients en gros trauma et qu'ils n'arrivaient pas à s'exprimer. Donc, en fait, il a mis en place un nombre de questions, 9 questions ouvertes pour déclencher une discussion avec la personne. Et en fait, l'idée, c'est que la personne se exprime via la métaphore. Et en fait, c'est intéressant parce que j'ai appris, en lisant un peu plus, que nous, on peut faire 4 à 6 métaphores par minute dans notre cerveau. Pourquoi? Parce que nous, on utilise la métaphore pour apprendre, pour comprendre le système. On utilise beaucoup les comparaisons à l'école, par exemple, quand on apprend en physico-chimie comment les atomes ils fonctionnent entre eux, on ne peut pas voir. Donc, on a un peu la difficulté d'imaginer. Même avec les boules de snooker, voilà, comment ils vont choquer. Et en fait, le professeur, ils vont donner des exemples. Imaginons le Soleil avec les planètes. Donc, on a le nucléus avec les électrons et les protons. Bon, en fait, et nous, on va comparer. Et cette comparaison, ça nous aide à mieux comprendre le système. Voilà. Donc motiver les gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer, peut-être faire via la métaphore. Voilà, en posant quelques questions pour déclencher cette discussion. Allez, c'est fini presque. Quelques remarques. Alors, toujours, créer un environnement de confiance. Vous faites partie de cet environnement, en tant que développeur, en tant que leader, en tant que Scrum Master, PO, PM, voilà. Vous faites partie, donc vous contribuez pour cette confiance. Pour ceux si vous ne sentez pas en confiance, parlez-en à votre Scrum Master, Agile Master. Il est là pour ça, pour aider à créer cet environnement. Cherchez à apprendre à chaque opportunité, chaque erreur, chaque échec. Prenez cette occasion pour apprendre. Comment on apprend à marcher.
S'exprimer vraiment. Laissez pas les choses cachées. Bah, si vous ne savez pas comment le faire, bah, utilisez la métaphore. OK? Par exemple. Si tu as commis une erreur, ce n'est pas grave. En plus, on a le droit à l'erreur. Donc, même notre gouvernement nous laisse pour qu'on fait notre finance. Partage-le. Partage-le parce que, en fait, cela, ça peut être aussi un apprentissage pour notre personne. Et en plus, peut-être cette personne, il y a une autre personne qui a déjà eu cette problématique, qu'elle n'a pas osé à partager, mais elle a réussi à trouver une solution et elle peut partager cette solution. En fait, ça déclenche, on partage des connaissances. Voilà, j'ai un problème. Ah, mais oui, j'ai déjà eu, bah, j'ai fait comme ça, laisse-toi essayer. Voilà. Mais partager, c'est pas. Il est très important et ça, c'est, je pense qu'une des principales causes d'une rétrospective qui ne réussit pas, c'est que on ne jamais laisser persister le problème. Le problème est là, essayez de résoudre. Si c'est les conflits, parlez avec le Scrum Master. Si c'est un problème technique, parlez aux personnes qui peuvent vous aider à débloquer, le tech lead ou une autre équipe. Après, un autre, c'est identifier des problèmes concrets et tangibles plutôt qu'identifier des problèmes globaux. Plus le problème, en fait, c'est comme les tâches. Plus les tâches, elles sont petites, plus rapide tu vas les résoudre. Si tu commences à dire qu'il faut changer tous les systèmes de notre organisation parce que tu n'es pas d'accord, ça va prendre des années. Même si avec toute notre volonté, on ne va pas pouvoir le faire. Mais si tu viens me dire, ah bah, j'arrive pas à me connecter à l'API d'intégration, il faut que je me connecte toujours en recette et ça me cause des problèmes, et je suis en retard à cause de ça, voilà. C'est pour donner des détails. Hein. Ces types d'erreurs, les gens, ils sont plus à l'aise de parler. Il y a d'autres que non. Voilà, c'est fini avec mon petit commentaire. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non? À la maison? Attends, je vais changer le son peut-être. Ah non, mais après, tu peux changer le son? Ouais, tu peux. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, Ah, c'est t'entends bon, bien, tous en même temps. Très bien, très bien. Je change de micro, donc peut-être il faut que je m'approche un peu plus. Est-ce que vous avez des questions? C'était clair pour vous? Est-ce que, voilà, je suis là pour en changer. Est-ce que c'était un sujet que ça vous parlait? Ouais, Oui? Ouais. ça concerne tout le monde, même nous qui sommes en interne avec Mathieu, ça peut nous concerner complètement sur des cas J'avais précis. une Ouais. perspective de comment fonctionne un staff. Ça. Non, parce qu'en fait, je me rends compte que parfois, on ne veut pas parler de certains sujets parce qu'on ne se sent pas en confiance pour parler de certains sujets à la rétro. Parce que, voilà, peut-être c'est une erreur qu'on a commise, on ne veut pas parler de cette erreur devant tout le monde. Mais c'est l'occasion de le faire. Ouais. Et en fait, c'est que, bah, pourquoi on a cette problématique de se partager l'erreur? Voilà, donc déjà, c'est notre environnement social qui nous fait qu'on a peur de l'erreur. Et en plus, ben, aujourd'hui, on peut peut-être avoir des techniques qui vont nous permettre de minimiser la façon dont on parle, le vocabulaire qu'on utilise. Du coup, ça déclenche un peu plus de sécurité pour que les gens aient pas. Voilà. Après, il y a certains Scrum Masters qui ont cette capacité d'aller chercher le problème petit à petit avec certaines questions. Moi, j'ai fait avec certaines personnes, mais d'autres, je sais que c'est très compliqué. Mais en fait, finalement, si personne parle, on va parler toujours dans le même sujet, déjà parler toujours le même sujet, c'est-à-dire que le problème, il n'est jamais corrigé. Donc, il persiste. Donc, déjà, ça. Et en plus, tu ne parles pas vraiment de vrai problème parce que tu as peur de quelque chose. Ça fait que les réunions ne sont pas constructives. Oui. Alors, du coup, moi, j'ai une question. Valoriser, entre guillemets, l'erreur, c'est pas un peu s'autoriser à être un bon? Je ne sais pas si vous avez entendu. C'est un peu comme le tester, c'est douter. Non, en fait, c'est que il faut pas. En fait, il faut profiter que tu as fait l'erreur pour apprendre avec. En fait, l'idée que tu laisses l'erreur persister, c'est-à-dire que tu n'as rien appris. Tu n'apprends pas avec ton erreur. Tu laisses. Tu vois?
il faut motiver la personne, pas juste à commettre son erreur, il a pardonné, on va dire comme ça, mais l'a encouragé à aller plus loin que ça. Il ne pas se laisser faire. Il y a un bouquin qui parle, c'est Adam Grant qui parle de la pensée flexible, qui touche un peu ce sujet. En fait, il fait référence à quand tu regardes un travail que tu as fait déjà il y a quelques années, et tu regardes et tu dis, si tu vois qu'il n'y a pas d'erreur, c'est que tu n'as rien compris en fait. C'est-à-dire que tu penses que tu es toujours en train de faire bien, et tu n'as pas évolué. Voilà. Donc c'est dans cette perspective. J'ai démarré le livre, il est intéressant. À la maison. À la maison, mais je veux dire online. Non? Attends, Damien, tu essaies de parler? Non, non, c'est En bon, rien à Ah, dire, non, c'était très bien. Je pense qu'il très y a bien, des merci. trucs, enfin, tu parles de la rétro en général, c'est intéressant. Il y a enfin, chaque rétro est différente aussi. Il y a Oui, aussi ça qui crée l'ennui, hein. Ton thème, c'est l'ennui de la réunion. Il y en a qui sont moins à l'aise justement à créer ce cadre en fait de sécurité dans la réunion. Et quand je dis il y en a qui sont moins à l'aise, je parle vraiment de l'Agile Master, hein. C'est pas, euh, c'est pas non plus à toute l'équipe de créer le cadre, c'est aussi à l'Agile Master de créer ce contexte en fait de sécurité. oui, Et donc aider à évidemment, créer ce s'il n'est pas là, c'est contexte. difficile de s'exprimer. Ouais. Oui, Donc, mais après, mais, oui, faut y aller, hein. mais en fait, est-ce que dans un Scrum en Agile Master idéal, c'est ceux qui n'ont pas besoin d'être là? Et donc, en fait, c'est-à-dire que si l'équipe attend que c'est le Scrum Master ou l'Agile Master qui impose le cadre de confiance, en fait, l'équipe, elle n'est pas autonome à se créer sur cette cadre de confiance. Tu vois qu'est-ce que je veux dire? Ouais, En fait, il honnêtement, encourage ça à le dépend. faire. Ouais, Oui, oui, ça dépend, effectivement. Il encourage à le faire, à penser à ça. Mais c'est pas dire que c'est lui, la personne qui va toujours encadrer, à dire, oh non, ils font tous. Non. c'est ça. Non, non, mais Mhm. il va être garant du cadre. Encore une fois, il y a l'art et la manière de Oui. s'exprimer. Tu Mm. t'en parlais avec le framework OSBD, je crois, un truc comme ça. Faut pas non plus que ça se transforme en passif-agressif. Oui, exactement. C'est quelque chose que moi j'ai déjà pu constater justement avec le manque de Scrum, comme tu expliques là, et c'est là où je pense que le Scrum a une clé de voûte en fait pour l'équipe. Il n'est pas là Ah oui, pour driver au sens hiérarchique, mais plutôt pour maintenir cette cohésion, tu vois. oui, exactement, c'est ça. Tout à fait. D'autres questions ou d'autres remarques? Merci Oui. Flavia. Bon, merci à vous pour être là. Il ne va pas dormir. Bon, merci à ceux qui sont online. Merci de vous avoir connecté. Et à bientôt.